Bonjour classe, je suis Jean-Christophe Clermé. Nous sommes revenus pour notre deuxième cours, notre deuxième séance de cours de stylistique. Cette fois-ci, nous allons travailler dans le livre, dans le prétexte, à la page 34 et 40 et 35. Et nous allons voir ensemble les figures de pensée. Et comme vous savez déjà, il y a trois types de figures de style. Il y a les figures de grammaire, il y a les figures de mots et les figures de pensée. Nous avons déjà vu ensemble les figures de grammaire, où l'ordre grammatical de la phrase est bouleversé, par exemple dans le cadre de l'inversion ou l'hyperbate, dans le cadre de l'ellipse, de chiasme. Nous avons vu également les figures de mots, donc où l'on donne une nouvelle tournure à la phrase, et c'est ce qu'on appelle macrops. Maintenant, nous n'allons plus parler cet après-midi de figures de grammaire ou des figures de mots, mais nous allons parler des figures de pensée. Et nous définissons pour vous ce qu'on n'entend pas une figure de pensée. Nous disons qu'une figure de pensée, c'est une nouvelle tournure que l'on donne à la phrase. C'est aussi un changement qui se fait non au niveau de la grammaire, non plus au niveau des mots, mais au niveau de la pensée même. Donc la pensée ou la raison intervient pour donner plus de force, plus de réalité à la phrase. Parmi les figures de pensée que nous allons voir ce matin, nous allons voir ensemble l'euphémisme, la gradation, l'hyperbole, l'anecdote et l'oxymore. Nous allons voir l'euphémisme, la gradation, l'hyperbole, l'anecdote et l'oxymore. Nous allons considérer les pages 34 et 35 pour ces figures de pensée. Tout d'abord, nous avons le mot euphémisme qui vient de deux mots grecs, qui signifie bien, ou encore favorable. Nous avons phémé qui signifie parole. Donc, l'euphémisme, c'est l'emploi de mots favorables. C'est l'emploi des mots favorables. Quand on emploie l'euphémisme, c'est un mot favorable que l'on emploie. On dit que c'est aussi un adoucissement, une sorte d'atténuation. Quand on parle d'atténuation, une sorte de diminution de ce qu'aurait un AV. Par exemple, au lieu de prononcer une vérité directement, eh bien, on fait ce qu'on entend par on fait ce qu'on entend par un euphémisme. On fait ce qu'on n'entend pas un euphémisme. Un euphémisme, c'est un adoucissement ou une atténuation d'une vérité cruelle ou pénible. Par exemple, au lieu de dire à la personne il est mort, on peut dire tout simplement, et au lieu de dire à la personne elle est morte, on peut dire tout simplement elle est passée au troisième âge. Elle est passée au troisième âge, ou encore elle a cessé de souffrir. Il est passé au troisième âge, il a cessé de souffrir. Ça veut dire que la personne est bel et bien morte. Ou encore, il y a une autre manière de dire par l'euphémisme qu'une personne est morte. On veut dire il nous a quittés. Il nous a quittés, c'est encore dire que la personne est morte. Il est mort. Il nous a quittés. Donc, l'euphémisme, son rôle, c'est d'employer des mots favorables. C'est d'employer des mots qui permettent, si vous voulez, de diminuer ou bien d'atténuer le fait qu'aurait un AV sur une autre personne. On sait bien que cette nouvelle pourrait atteindre la personne, et bien au lieu de lui prononcer la nouvelle directement, au lieu de lui donner la nouvelle directement, là, on peut dire la personne est passée au troisième âge, ou bien elle a cessé de souffrir, ou encore elle nous a quittés. Cela veut dire qu'elle est morte. Donc c'était le cas de l'euphémisme. Mais à part de l'euphémisme, nous avons aussi la gradation. La gradation, c'est aussi une figure de pensée. Et cette figure de pensée elle-même, quel est son rôle? On dit que c'est une figure de style qui constitue une sorte de succession de mots ou d'idées de sens proche. Une sorte de succession de mots ou d'idées de sens proche. Et rangée dans un ordre croissant ou décroissant. Quand on parle de gradation, donc les mots peuvent être rangés soit de manière croissante ou de manière décroissante. De manière croissante, si on part du plus
petit au plus grand, de manière décroissante, on part du plus grand au plus petit. Par exemple, nous disons c'est un wok, c'est un pic, c'est un cap. C'est un wok, c'est un pic, c'est un cap. Et que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Donc là, ici, nous avons une figure qu'on appelle ici la gradation. On va du wok le plus dur au wok le moins dur. Mais on va du plus grand wok au plus petit wok. Donc, on va du plus petit rocher au plus grand rocher. Et vous voulez qu'un roi meure pour son châtiment, ne donnez qu'un jour. Vous voulez qu'un roi meure pour son châtiment, ne lui donnez qu'un jour, ou encore on peut dire qu'une heure, ou encore qu'un moment. Hein? Vous voulez qu'un roi meure pour son châtiment, vous ne lui donnez qu'un jour, qu'une heure, qu'un moment, ou encore qu'une seconde. Un jour est plus grand qu'une heure est plus petite qu'un jour, et si on dit un moment ou bien une seconde est d'autant plus petite. Donc là, on est en gradation de manière décroissante. On sort du plus grand au plus petit. C'est ce qu'on entend par la gradation. La gradation, ou bien l'on part de l'idée la plus petite à l'idée la plus élevée, ou bien on part de l'idée la plus grande à l'idée la moins élevée. Donc c'est ce qu'on entend par la gradation. Et donc il ne faut pas confondre la gradation à ce qu'on entend par l'énumération. L'énumération. Donc, quand on fait une énumération, on énumère les choses, on peut les énumérer de différentes manières, mais en ce qui a trait à la gradation, dès qu'on parle de gradation, là, il y a une idée de croissance et de décroissance qui entrent en ligne de compte. Et nous avons un autre exemple. Oui, mon frère, par exemple, dans le cadre de Chimène, nous voyons que Don Diego, qui parle à son fils Rodrigue, disait « Va ». Cours, vole et nous venge. Va, cours, vole et nous venge. Le verbe aller, quand on va, donc on peut marcher aisément. Mais quand on vous demande de courir, donc ça demande plus de rapidité. Et encore voler, c'est encore plus de rapidité. Là, on voit une sorte de gradation. Va, cours, vole et nous venge. Là encore, c'est une sorte de gradation qu'on est à utiliser dans le CID pour traduire la rapidité avec laquelle Rodrigue devait affronter son ennemi de Mauvaise. Donc ici, c'est ce qu'on entend par la gradation. Donc ici, je pense que la gradation a été claire, ainsi que l'euphémisme. Nous pouvons aborder le troisième thème, à savoir l'hyperbole. 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 Le mot hyperbole, c'est une figure de pensée qui est de deux mots grecs. Hyper qui signifie au-delà de, et baléine qui signifie lancer. Hyper au-delà de et baléine lancer. Donc quand on emploie l'hyperbole, c'est une idée d'exagération. C'est employer un mot dans un terme exagéré. Et par exemple, quelques personnes peuvent être mortes dans ce quartier, mais on dit que ce quartier est noyé au sang de ses enfants, alors qu'il n'y avait que 2 ou 3 personnes qui sont mortes. Donc ici, on emploie ce qu'on entend par l'hyperbole. On augmente le sens de la phrase, le sens des mots. Donc c'est ce qu'on entend par hyperbole. Hyperbole. Donc c'est 2 mots grecs, hyper qui signifie au-delà de, et baléine qui est un mot grec, un verbe grec qui signifie lancer. Donc c'est lancer une idée au-delà de sa portée, au-delà de son importance, et donner plus, et employer l'idée avec une certaine exagération. Donc l'emploi de l'hyperbole résulte d'un désir de convaincre, de faire rire. L'emploi de l'hyperbole résulte d'un désir de convaincre, d'un désir de faire rire, ou encore de provoquer l'indignation, ou encore de provoquer la pitié, en vue d'interpeller celui à qui l'on s'adresse. Donc c'est là l'hyperbole. Je pense que c'est une figure assez simple à comprendre. Il suffit de vous référer au livre et vous allez retrouver autant d'exemples qui pourraient vous aider à comprendre cette question d'hyperbole. Et si on le voit pour l'instant, ce qu'on entend par la litote, une troisième, une quatrième figure de style, la litote. La litote
Et c'est cette figure de style qui consiste à dire moins sans pour faire entendre plus. Hein? La litote, c'est cette figure de style qui consiste à dire moins pour faire entendre plus. Et par exemple, on dit que c'est une expression volontairement atténuée d'une idée, d'un fait. Va, je ne te hais point. Va, je ne te hais point. C'est encore dans le cadre du Cid de Corneille. Et quand il disait, quand Chimène disait va, je ne te hais point, je ne te hais point, ici, Chimène a voulu dire de manière pudique à Rodrigue qu'il peut s'en aller. Donc, elle ne le hait point. Ça veut dire qu'elle aime encore. Va, je ne te hais point. C'est une manière pudique avec une certaine pureté que Chimène a exprimé encore son amour à l'égard de Rodrigue après avoir décapité son père. Donc là encore, Rodrigue de Chimène devrait dire à Chimène, va, je te hais. Non, puisqu'elle l'aime encore, elle lui dit, va, je ne te hais point. Donc ici, on dit moins pour faire entendre plus. C'est ça la litote. C'est une sorte de figure de style qui permet de dire moins pour faire entendre plus. Et par exemple, au lieu de dire à quelqu'un qu'il est vieux, on dit il est plus jeune. Donc on sait bien qu'il est vieux, mais pour essayer de l'encourager à vivre, on lui dit carrément il n'est plus jeune. Donc quand on lui dit il n'est plus jeune, cela veut dire qu'il est vieux. Il n'est pas beau. Donc c'est une façon de dire à la personne qu'elle est laide. Il n'est pas beau, cela veut dire qu'il est laid. Mais quand on dit à la personne il n'est pas beau, on ne va pas chercher à savoir est-ce que certainement elle est laide. Au contraire, elle peut comprendre qu'elle est beau ou qu'elle est belle. Mais ici, c'est il n'est pas beau, c'est il est laid. Il n'est pas sot. Okay? Il n'est pas sot. Quand on dit à la personne il n'est pas sot, à quelqu'un il n'est pas sot, il n'est pas bête, cela veut dire qu'il est intelligent. Ah, quand on dit ah non, il n'est pas sot, il n'est pas bête, ici la personne est intelligente. C'est encore la litote. Et ce n'est pas mal, c'est bien. La litote nous permet d'employer dire moins sans pour faire entendre plus. Et la dernière figure que nous devrions voir ce matin, c'est bien l'oxymore. L'oxymore, c'est la dernière figure que nous devons avoir. L'oxymore comme figure de style, on dit que c'est une alliance de mots. Une alliance de mots qui consiste à juxtaposer deux mots que l'on n'a pas l'habitude de retrouver ensemble. Deux mots que l'on n'a pas l'habitude de retrouver ensemble, que l'on n'a pas l'habitude de retrouver accolés. Par exemple, on dit ma riche pauvreté. Ma riche pauvreté. Donc, riche, c'est déjà un mot qui donne idée de richesse, alors que pauvreté, c'est idée d'appauvrissement. Mais quand on dit ma riche pauvreté, c'est une sorte d'oxymore. Une sorte d'oxymore. Il y a aussi un illustre inconnu. Quand on dit un illustre inconnu, un inconnu, c'est quelqu'un que l'on ne connaît pas, que l'on voit peut-être pour la première fois, mais quand on parle de quelqu'un qui est illustre, c'est quelqu'un qui est très connu. Mais cette personne est tellement très connue que pour certains, il devient ce qu'on n'entend pas un inconnu. Par exemple, il y a un autre cas que je pourrais prendre, et c'est hâter lentement. C'est hâter lentement. Se hâter, ça veut dire c'est aller avec une certaine rapidité. Quand on dit lentement, la personne va tellement rapide qu'on n'arrive pas même à voir quand est-ce qu'elle s'est déplacée. Donc c'est hâter lentement. Il y a aussi une autre figure, un autre exemple que l'on pourrait prendre pour l'oxymore. Et par exemple, si on dit un silence, un long silence, ou bien on peut dire par exemple un silence de cimetière. Donc un silence éloquent par exemple. Si je prends ce mot, un silence éloquent. Un silence éloquent. Donc quand on parle d'éloquent, quelqu'un qui est éloquent, c'est quelqu'un qui parle bien. C'est quelqu'un qui s'exprime avec une certaine aisance. Alors qu'on parle de silence éloquent. Le silence éloquent, c'est un silence prolongé. En d'autres termes, c'est un silence qui parle beaucoup. Certaines fois, il y a des personnes qui ne parlent pas, mais quand elles ne parlent pas, donc elles disent beaucoup de choses.
Donc c'est ce qu'on entend par un silence éloquent. Là encore, c'est une sorte d'oxymore, une alliance deux mots que l'on n'a pas l'habitude de retrouver ensemble, que l'on vient de retrouver ensemble. Un silence éloquent. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Nous avons vu la figure de pensée et nous avons défini pour vous ce qu'on entend par la figure de pensée. Et parmi ces figures de pensée qui se trouvent dans notre ouvrage, nous avons effleuré pour vous l'euphémisme, la gradation, l'hyperbole, et la méthode et le psycho. J'espère que vous allez lire ces figures de pensée et prochainement, vous aurez à être interrogé là-dessus.